Les podcasts du Figaro. Sur le col de la Vanoise, à 2517 mètres d'altitude, on trouve aujourd'hui une étrange stèle. On peut y lire ces mots, à la mémoire du lieutenant Porcher et de l'adjudant Rosier. Et en dessous, une date, le 3 juillet 1892. Ces deux hommes sont morts ce jour-là, sur ces flancs de montagne. Ce que cette stèle ne raconte pas, c'est l'incroyable histoire de leur ascension. Et surtout, comment leurs coéquipiers ont survécu. Ce que cette stèle ne dit pas non plus, c'est le courage de ces soldats. Le 3 juillet 1892, 4 d'entre eux sont partis conquérir la Grande Casse, la plus haute montagne du massif de la Vanoise. Seulement 2 en sont revenus. Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes, dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 2, sur la Grande Casse, le courage des chasseurs alpins français. Le 3 juillet 1892, 4 officiers du 13e bataillon des chasseurs alpins commencent à gravir la majestueuse aiguille des rochers, dite de la Grande Casse. C'est un dimanche, le temps est ensoleillé. Les chasseurs alpins, ce sont des soldats spécialistes du milieu montagnard. Cette unité vient tout juste d'être créée au sein de l'armée française. L'équipe est menée par le lieutenant Porcher, un homme conquérant et ambitieux. Quelques jours avant, il se félicitait dans une lettre à son père d'avoir été choisi pour mener l'ascension. Il est accompagné par l'adjudant Rosier, le lieutenant Messimy et le soldat Chevalard. Les 4 militaires optent pour emprunter la voie la plus facile, bien que fort rude par sa pente, celle du glacier des grands couloirs. Ils ignorent encore tout, à cette heure précise, de ce qui les attend. À plus de 3000 mètres d'altitude, la Grande Casse domine la gigantesque calotte glaciaire qui recouvre les sommets du massif. Dans un journal de l'époque, on décrit ce sommet comme un immense croissant d'argent formé par des glaces éternelles. En cette fin de 19e siècle, rares sont les hommes qui ont déjà osé s'y aventurer. Quand ce sommet a été vaincu pour la première fois, en août 1860, la surprise a été générale. Non pas que la Grande Casse soit insurmontable, mais plutôt parce qu'on s'interrogeait sur les raisons d'une telle entreprise. Grimper sur un glacier, quelle drôle d'idée, s'étonnait-on. Et pourquoi faire ? Et puis, quelle insolence de venir tirer de leur sommeil ces pointes enneigées, orgueilleuses. Lundi matin, après une nuit passée en refuge, la caravane des militaires attaque la montée. La météo a changé. Le temps est désormais brumeux. Les 4 hommes s'engagent vers la droite, sur la rive méridionale du glacier. Trop à droite sans doute, aveuglés qu'ils sont par l'écran de nuages qui enveloppe la montagne. Prudents, ils progressent en cordée. Car sur un glacier, de profondes failles peuvent entailler la pente. Or, et c'est un point important, 2 des membres de l'équipage n'ont aucune expérience des glaciers. Lentement, les militaires s'approchent du sommet. Il n'est plus très loin.
Mais à 3600 mètres d'altitude, une tempête les surprend. Une de ces tempêtes pourtant si fréquentes dans les Alpes. La neige se met à tomber, chassée par un vent terrible. Les 4 hommes sont aveuglés. Ils décident de faire demi-tour. Décision de bon sens, mais décision fatale. Le terrain est périlleux et l'équipage pas assez expérimenté. Il leur faut avancer dans le brouillard en crampons sur des pentes de glace à plus de 40 degrés. Sous les turpitudes de la tempête, la surface du glacier se désagrège. D'énormes blocs de rochers ou de glace roulent depuis la crête sommitale. Soudain, l'adjudant Rosier est heurté par un bloc. Il fait un faux pas, peut-être. Il dévisse et bascule. La secousse est si brusque que ses 3 compagnons, pourtant encordés avec lui, perdent eux aussi l'équilibre. Les 4 hommes tentent en vain d'accrocher avec leurs piolets une quelconque aspérité. Mais la chute s'accélère fatalement. Les 4 militaires sombrent dans l'abîme. Sur 600 mètres, ils dévalent une pente presque à pic pour s'écraser sur la moraine, cet amas de sédiments que recrachent les glaciers. Tous se sont évanouis sous le choc. Le seul souffle du vent chasse le silence de mort qui tente de s'installer. Des éminences glaciaires aux falaises les plus abruptes, en passant par les banquettes et les éboulis instables de schiste lustré, la Vanoise sauvage reprend son droit. La montagne se vengerait-elle de l'audace de nos 4 chasseurs ? Sûrement. Mais en vain. 3 heures après sa chute, le lieutenant Messimy revient à lui. Par un incroyable hasard, dira-t-il. Il veut hurler de douleur. Une entorse à chaque pied, son poignet gauche foulé. Des contusions à la tête et autour de l'œil droit. Autour de lui, ses amis sont comme des pantins désarticulés. Il coupe la corde qui le relie à ses 3 compagnons, mais il échoue à se relever. À son tour, le soldat chevalard reprend conscience. Moins blessé que son camarade, il parvient à se lever et part chercher des secours. Cependant, son compagnon, le lieutenant Messimy, ne veut pas en rester là. Il est conscient. Il sait qu'il ne pourra pas passer la nuit. Mais le jeune militaire ne peut plus marcher. Il se met alors à ramper péniblement pour s'extraire de ce dédale de glace, pendant que l'obscurité gagne le ciel. Une véritable course contre la mort. Le lieutenant doit descendre 1000 mètres de dénivelé, dans les enchevêtrements de roches coupantes, pour contourner l'aiguille de la Vanoise. L'effort est surhumain. 5 heures durant, il avance péniblement dans le brouillard et la neige. Dans son calvaire, il retrouve peut-être le vieux chemin muletier qui descend dans la vallée. Enfin, il arrive au petit chalet de la Glière, dans un vallon qui débouche de l'autre côté de la montagne. Le village est tout proche. Il est sauvé. Pendant ce temps, Chevalard, son autre compagnon, a atteint le village de Pralognan, en contrebas. Il a prévenu les habitants qui dépêchent sur le champ une équipe de secours vers la montagne. À la nuit tombante, les secours arrivent au pied du glacier, plongés dans le noir. Dans une crevasse, ils aperçoivent les corps des 2 victimes. Mais l'obscurité est trop épaisse et la tempête de neige trop douloureuse pour descendre les 2 cadavres.
les sauveteurs doivent faire demi-tour. Le lendemain matin, les habitants reviendront pour ramener les corps des 2 militaires, enveloppés dans des couvertures, sur des traîneaux confectionnés à la hâte. Dans la vallée, c'est la consternation. Les journalistes de la région écriront « La Grande Casse n'avait jamais paru protester contre sa conquête. Et c'est aujourd'hui seulement que la lionne s'est réveillée, déloyale, engloutissant les téméraires dans un effroyable bâillement. » La nuit suivante, comme un hommage, un cortège descendra jusque dans la vallée les dépouilles des malheureux soldats. En silence, à la lueur des flambeaux. Cet accident produira une vive impression au sein de l'armée française. Et encore plus, parmi les jeunes troupes des chasseurs alpins. On crut un moment que le bataillon tout entier avait été surpris par un éboulement, dira un journal. Le destin extraordinaire de nos 2 survivants continuera de s'écrire, du moins pour l'un d'entre eux. 2 ans après cet épisode tragique, le lieutenant Messimy retournera sur la Grande Casse. Il ouvrira un nouvel itinéraire, comme pour se venger de ce pic qui avait tenté de le tuer. Il s'engagera ensuite en politique et deviendra député, sénateur et même ministre de la guerre et des colonies avant 1914. À propos du 2e survivant, le soldat Chevalard, on ne possède par contre que peu d'informations. On sait seulement qu'il mourra quelques années après cette funeste aventure, des suites des chocs éprouvés lors de la chute. Si vous grimpez un jour sur le col de la Vanoise, vous trouverez cette étrange stèle, surélevée timidement par un muret de granit. Vous verrez les noms du lieutenant Porcher et de l'adjudant Rosier. Cette stèle nous rappelle de quelle terrible façon la Grande Casse fit payer aux chasseurs alpins le prix de sa conquête. Aujourd'hui encore, les alpinistes trouvent régulièrement la mort dans cette ascension, montrant, s'il le fallait encore, que les grandes pentes enneigées défendent cruellement leur sommet. Bonjour Maëlle Aldebert. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et passionné par la montagne. Vous êtes l'auteur originel du récit que l'on vient d'entendre. On l'a décrit brièvement dans ce récit, mais en quelques mots, à quoi ressemble l'aiguille de la Grande Casse ? Alors c'est un sommet qui est composé de 2 pointes. La pointe Mathieu que Messimy va gravir 2 ans après le drame qu'on vient d'entendre, et l'aiguille de la Grande Casse qui est 150 mètres au-dessus et qui est vraiment une magnifique arête sommitale. C'est une montagne qui est incrustée dans une suite de grands sommets sur lesquels s'adossent beaucoup de glaciers, même s'ils ont beaucoup diminué ces dernières années. Et c'est un sommet très sauvage dans le sens où on le voit qu'au dernier moment, après avoir remonté de longues vallées encaissées, abritées comme la vallée de Pralognan ou celle de Champagny. Par contre, on la voit beaucoup mieux depuis le nord des Alpes, avec sa face très abrupte, très minérale, qui lui donne un aspect de grande muraille. Et d'où son nom de la Grande Casse, j'imagine. Alors Maëlle, pourquoi, selon vous, l'ascension de ces 4 chasseurs alpins a-t-elle si mal tourné en 1859 ? Alors sur le moment, beaucoup de choses ont été dites. On a beaucoup remis la faute sur l'inexpérience de certains chasseurs de la cordée. À l'époque, il faut savoir que les chasseurs alpins viennent d'être créés pour répondre à l'unification italienne et les unités alpines italiennes qui menacent donc la frontière des Alpes. Donc c'est tout récent. C'était tout récent. Et peut-être aussi qu'au moment de tomber, dans la tempête, les chasseurs n'avaient pas les cordes très tendues, qu'ils étaient très espacés. Et dans ce cas, quand quelqu'un tombe, il prend rapidement de la vitesse et c'est difficile de l'arrêter.
Et s'ils sont effectivement redescendus par la rive gauche du glacier, c'est aussi un endroit beaucoup plus raide, et donc la chute a pu s'accélérer fatalement. Aujourd'hui, Mayol, est-ce que gravir la Grande Casse pour les alpinistes, c'est toujours un défi? Il y a toujours des gens qui meurent Oui. sur les sommets de cette montagne. Oui, tout à fait, c'est une course d'alpinisme classique qui est assez longue, qu'on fait en général en 2 jours, mais qui n'est pas très compliquée en soi par la voie normale des grands couloirs. Mhm. Mais il y a cette difficulté particulière qui est la grande pente du glacier des grands couloirs. C'est une pente très raide qui est très longue et qui peut être vraiment fatale en cas de chute. Et donc c'est très important de partir avec des bonnes conditions de neige. Si la pente est dure ou en glace, ou parfois avec des rochers qui sont charriés par le glacier, l'exposition au risque est beaucoup plus grande et donc la chute beaucoup plus dangereuse. Eh bien, merci beaucoup, Mayol Aldebert. Votre article d'origine s'appelle « Sur la Grande Casse, le courage des chasseurs alpins français » et on peut bien sûr retrouver cet article sur lefigaro.fr. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro sur une idée de Mayol Aldebert, racontée par Alban Barthélemy, coordination Aude Cérès, réalisation Chloé Vibo, prise de son Axel Lampérière, post-production Léo Westphal. Retrouvez les grands récits de la conquête des Alpes du XVe siècle à nos jours sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À très vite.